Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. La réforme des retraites voulue par le gouvernement entre dans une nouvelle phase de concertation. L'exécutif évoque, je le cite, une réforme où la retraite sera le reflet du travail et où les règles de calcul seront les mêmes pour tous. Dès lors, pourquoi la CGT porte-t-elle un jugement aussi sévère sur ce projet ? Parce que la finalité de ce projet, c'est de faire des économies sur le dos de la quasi-totalité des citoyens. C'est dans la suite des réformes que nous avons connues. Cette réforme, c'est une réforme destinée à ceux qui ont une carrière, j'allais dire, qui devrait être normale, pas droit au chômage, une carrière qui ne prévoit pas la maternité, une carrière qui ne prévoit pas la précarité. Donc c'est une carrière qui vise à individualiser notre système de retraite, contrairement au système actuel qui est basé sur la solidarité. Le système actuel prévoit d'aider, entre guillemets, ceux qui ont des aléas de la vie, comme ceux que je viens de citer. Alors vous parlez des personnes qui ont des aléas de la vie, qui seront les premiers perdants de cette réforme ? Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire ? Tout le monde, parce qu'on a tous des aléas de la vie. Y compris avec ce système qui prévoit de calculer la pension sur l'ensemble de la carrière. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir, quand on travaille, que quand on démarre sa carrière, on est en général moins bien payé que quand on la termine. Alors quand on élargit le système de référence pour pouvoir percevoir sa pension, en tout cas pour savoir le montant de sa pension, forcément, on va avoir des pensions qui vont baisser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si nous critiquons le système aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années, et nous nous battons pour que ce soit les 10 meilleures années. Il faut que ça soit vraiment le reflet de la meilleure carrière qui permette d'avoir une pension digne de ce nom. Alors, les 25 meilleures années, donc, là, c'est le cas du système actuel, donc pour les secteurs du privé, les 6 derniers mois pour les salariés du public. Il y a aussi une question qui taraude beaucoup de Français, c'est à quel âge, à quel moment ils pourront partir à la retraite et surtout avec quel niveau de pension. Est-ce que vous avez eu des réponses ou des garanties sur ce point de la part du gouvernement ? Premièrement, c'est les deux seules questions qui intéressent ceux qui travaillent. C'est à quel âge j'ai le droit de partir et avec combien. On n'a pas de réponse. Enfin si, on a une réponse d'ailleurs, le Premier ministre l'a donnée. On va travailler plus longtemps. Et puis on verra avec quel montant vous pourrez partir. Donc sur ces deux questions, les réponses sont claires, c'est que ça va aggraver la situation de ceux qui partiront en retraite dans les années à venir. On travaillera plus longtemps avec une pension qui va baisser pour deux raisons. Elle va baisser parce que les mécanismes actuels qui permettent justement d'assurer la solidarité vont être revus à la baisse. La deuxième chose, c'est que c'est ce fameux point. On n'en connaît pas le montant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le connaîtra, et ce point, il va être aléatoire, il pourra monter, c'est ce que dit le gouvernement, mais il pourra aussi baisser, c'est ce que dit moins le gouvernement, en fonction, par exemple, du respect des critères des 3% des dépenses publiques. Et on le voit sur d'autres sujets, je pense à la santé, je pense au chômage, c'est toujours un souci d'économie, et donc le point sera la variable d'ajustement quand on aura des allégeances de Bercy, voire de Bruxelles, pour dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Donc très concrètement, à ce jour, on n'a eu aucune garantie sur la valeur du point, qui sera donc aléatoire. Les seules garanties qu'on a, c'est ce qui se passe dans les autres pays européens, si je puis dire. Un exemple, en France, 7,5% des personnes ayant plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté. C'est trop, évidemment. Mais en Suède, qui est le pays dont on nous explique que ça marche très bien, qui ont un système par points, ce taux est le double. C'est 15% des personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont obligés d'avoir un petit boulot à côté de leur pension pour pouvoir essayer de vivre à peu près dignement. En Allemagne, c'est 17%. Donc on voit bien que notre système, et quand on dit que c'est un des meilleurs au monde, on ne se trompe pas, il est d'abord solidaire. Et donc les exemples, on les a. Alors, l'un des meilleurs systèmes au monde, donc vous citez donc le cas de la France, vous dites que c'est l'un des meilleurs systèmes au monde, il reste malgré tout encore très imparfait. Bien sûr. Que propose la CGT pour l'améliorer et surtout, comment finance-t-on ces propositions ? Alors, évidemment, c'est un système qui a été créé, il
faut le redire d'ailleurs, à la Libération, dans un pays dévasté, ruiné, et on a trouvé les moyens de créer un système aussi solidaire. Mais le monde du travail, il a évolué. Je vais citer un exemple. Évidemment, les plateformes numériques et les travailleurs, qu'ils soient Uber, Deliveroo, n'existaient pas à la création de notre système. Donc, comment on prend en compte ces nouvelles formes de travail ? Eh bien, nous proposons que les plateformes numériques qui emploient ces travailleurs et ces travailleuses payent des cotisations sociales. Voilà un exemple concret d'un système dont la base est très bonne, mais qui doit évoluer pour permettre la prise en compte de nouvelles formes du travail. On pourrait citer la prise en compte aussi, c'est ce que propose la CGT, des années d'études, d'une partie des années d'études ou des années d'études supérieures, par exemple. Généraliser ce qu'on fait pour les apprentis, en tout cas les augmenter pour les apprentis. Donc un système qui doit prendre en compte ces questions-là. Alors pour les financer, c'est le principe de la solidarité. C'est que on paye selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Il faut arrêter d'exonérer les grandes entreprises du CAC 40, par exemple, de cotisations sociales. Il faut taxer plus que ce qui n'est fait aujourd'hui, parce que c'est très marginal, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Il faut que toutes les rémunérations soient soumises à cotisation. Et on parlait du public, par exemple, il y a un certain nombre de primes qui ne rentrent pas en compte dans le calcul de la pension. Mais c'est valable aussi dans le privé avec un certain nombre de primes. Et puis, une très bonne solution qui joue pour la vie active et pour les pensions, c'est d'augmenter les salaires. Et par exemple, le gouvernement porte beaucoup la question de l'égalité des pensions entre les femmes et les hommes, parce que les femmes, effectivement, touchent moins en retraite que les hommes. Mais il n'y a pas besoin de réformer le système des retraites pour ça. Il suffit de les payer à l'identique durant leur carrière professionnelle. Or, on sait bien qu'il y a, en prenant en compte les temps partiels imposés, un écart de 27% de salaire entre les femmes et les hommes en défaveur des femmes. Donc il y a des mesures très concrètes à prendre. Alors, parmi les grands perdants de la réforme, il y a aussi la jeunesse. C'est une jeunesse aujourd'hui qui semble toutefois plus encline à manifester pour le climat plutôt que pour les retraites. Même si, vous les avez cités tout à l'heure, les livreurs Deliveroo ont été présents lors de la manifestation du 24 septembre dernier, même si les organisations de jeunesse, je pense notamment à l'UNEF, ont appelé également à manifester aux côtés de la CGT le 24 septembre. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut mobiliser davantage les jeunes autour de cette question des retraites ? Je crois que les jeunes ont bien compris, et on le voit dans les diverses mobilisations autour du climat, qu'on ne peut pas séparer l'urgence sociale et l'urgence climatique. Et donc c'est cette question qu'il faut traiter, ces questions qu'il faut traiter en même temps. Moi je cite souvent cet exemple, on peut demander à tout le monde de manger bio, mais quand la préoccupation première d'environ 9 millions de personnes en France, c'est de manger une fois par jour, le pas pour aller manger bio, il est important. Donc il faut que tout le monde ait un revenu suffisant pour pouvoir se nourrir. C'est pareil pour la réduction de consommation d'énergie. Il y a 12 millions de précaires énergétiques dans notre pays. Eux, ce qu'ils pensent d'abord, c'est à pouvoir se chauffer, avoir de l'eau chaude, etc. Donc, et je crois que la jeunesse n'est pas dupe. Il y a besoin que tout le monde fasse un effort, ça on en est tous conscients. Mais il y a des responsabilités qui sont plus importantes, notamment dans les multinationales. C'est pas nous qui faisons brûler la forêt d'Amazonie pour pouvoir implanter des champs de je ne sais quoi. C'est bien des multinationales avec la bénédiction du gouvernement brésilien et les yeux fermés des autres gouvernements sur la planète. On dit qu'il faut favoriser le transport collectif, mais la CGT s'est battue, et on a eu le soutien de beaucoup d'associations, et il y avait des jeunes dans ces associations, contre la réforme de la SNCF qui favorise la route, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises, au détriment du rail. Et notre combat pour le maintien de la ligne Perpignan-Rungis, on appelle le train des primeurs, c'est soit des marchandises qui voyagent par train, soit 25 000 camions de plus par an sur les routes. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience collective et une volonté de la jeunesse, et plus globalement des associations, des ONG qui luttent
pour la défense du climat, mais aussi les syndicats, il faut aussi qu'on fasse notre mea culpa, de s'intéresser et d'écouter un peu plus ces questions-là, avec la volonté d'agir ensemble. Merci Philippe Martinez. Merci beaucoup.